bon voisin. Une nouvelle de Philippe Lacoche, lue par Serge Cazenave. J'ouvris la fenêtre pour laisser entrer Édouard. Il s'avança vers moi en roulant légèrement les épaules, le pas lent, tranquille et bien assuré de celui qui n'en fait qu'à sa tête. On eût dit un petit lion. « Magne-toi, Édouard !» fis-je excédé. « J'ai des produits frais à décharger de la camionnette. » Il me contempla de ses grands yeux clairs. Mon épouse prétendait que la nature l'avait doté du regard de Johnny Hallyday. Cette affirmation singulière recelait une bonne dose de vérité. « Tu viens, oui ou non ?» Il se rapprocha un peu plus. Je me baissai vers lui. Il cogna 4 fois sa grosse tête de matou castré contre mon front d'épicier. Il sentait bon le foin coupé, la terre retournée. C'était au milieu de l'après-midi. Une petite lumière d'automne baignait la cour et faisait briller les feuilles cuivrées de la vigne vierge. Le zinc du toit en pente était tiède. Édouard me fit comprendre qu'il souhaitait continuer à y réchauffer sa grosse panse douce et claire. Il s'enroula autour d'un rayon fade et tomba brutalement en somnolence comme un cheveu sur la soupe. « Fainéant !» m'agréai-je envieux mais souriant. Je m'apprêtais à refermer la fenêtre lorsque je l'entendis tousser. Une quinte énorme, terrible, terrifiante, quasi phthisique. Un ouragan expulsé par une poitrine en peau de tambour qu'on eût dit capable de déclencher un vent mauvais. Cette toux catastrophique parvint même à réveiller Édouard, réputé pour la qualité de son sommeil. Je ne pus réfréner l'envie de savourer la vague de jouissance qui montait en moi. Ça sent le sapin, mon vieux Jean-Noël, songeai-je, un sourire aigre pendu aux commissures des lèvres, comme une glaire. Passe, passe le temps, tu n'en as plus pour très longtemps. Chantonnai-je, pastichant Georges Moustaki, dont je possédais tous les micro-sillons. Il s'arrêta de tousser et ma joie s'estompa. Je ne parvenais toutefois pas à refermer la fenêtre. L'espoir de l'audition d'une nouvelle quinte m'en empêchait. Édouard s'était rendormi. L'intérieur de ses oreilles rousses contemplait le ciel. Dans l'une d'elles, on apercevait son tatouage inutile. Cet incorrigible paresseux n'avait jamais osé quitter la cour et le toit en pente douce. Il en est des chats comme des hommes. Certains détiennent le goût de l'aventure, d'autres non. Je retenais ma respiration afin de mieux écouter. J'eusse voulu faire revenir à mes oreilles l'émission du doux bruit pulmonaire, de la tempête gutturale, du typhon pathologique, mais plus rien, juste le chuchotement de la brise de fin septembre qui faisait frissonner les feuilles de la vigne vierge. Mon plaisir s'échappait comme une mélodie qui s'éloigne, se délite, puis s'étrangle dans l'étau des parasites et gargouillis lointains d'un poste radiophonique, ondes courtes, mal réglées. J'eusse donné la fourrure d'Édouard au marchand de peau de lapin pour caresser le bonheur de tourner le bouton du poste et recaler au millimètre près le programme de mon choix, la délicieuse expression de la tonitruante souffrance de ce cher Jean-Noël. Mais non, plus rien. Je ne percevais que le bruit d'outils, lames d'acier des pelles et bêches qui s'entrechoquaient. Si l'animal jardine encore, c'est que sa santé l'y autorise, me lamentai-je. Le symptôme n'était rien d'autre qu'un accident de parcours provoqué par un courant d'air, un rhume des foins, et ne trahissait nullement un mal profond, une affection incurable. Quel malheur, quel grand malheur, ce salaud est donc toujours en bonne santé puisqu'il a encore la force de cajoler ses hortensias. À peine venais-je de tirer les battants de la fenêtre qu'il se remit à tousser. Une toux monstrueuse, plus puissante encore que la première. Je l'imaginais cracher le sang dans la terre de bruyère, plié en deux sous la douleur, les yeux révulsés au bord de la crise de convulsion.
Soudain, un fracas métallique. Il avait dû tomber, entraînant avec lui les outils qu'il transportait pour s'adonner à son loisir de nain. Il est peut-être mort, me délectai-je intérieurement. Mais non, suis-je bête, s'il tousse, c'est qu'il respire encore. Et pour tousser, il toussait. Cela frisait l'insupportable. J'entendais d'autres voisins qui ouvraient leurs fenêtres pour écouter la percutante symphonie en mi mineur de fond de Jean-Noël Houblon. Voisins qu'on eût pu croire silicosés si, au lieu de bagnauder derrière le guichet des PTT, il fût descendu quotidiennement dans les puits de houille de Neulémine. De la rue montait une rumeur. « C'est ce pauvre monsieur Houblon, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Il devrait consulter. » commentaient des voix de femmes mouillées de compassion. La quinte était si forte que, subrepticement, le ciel s'assombrit. Quelques gouttes tombèrent, mouchetant le zinc gris de points noirs et ronds, comme des crottes de souris. Édouard se réveilla en sursaut. Effrayé par la toux, il vint se blottir dans mes bras. Je me souvins soudain que Jean-Noël appréciait l'Amsterdamer. Si c'est la pipe qui le met dans cet état-là, c'est gagné, triomphai-je rassuré. Sur le parquet de sapin rouge du couloir, Édouard s'ébroua, puis bâilla, dispensant dans l'atmosphère une odeur de croquette. Malgré le double vitrage, j'entendais encore la quinte assourdissante. Je me sentais d'excellente humeur. Plein d'entrain, je décidai d'aller décharger les produits frais. Sur le toit, de grosses gouttes rebondissaient. Cette fois, le toit devenait aussi noir que le ciel. Un éclair, un coup de tonnerre. Avec son raffut, il est parvenu à déclencher un orage, m'étonnai-je. Avec un peu de chance, il va périr foudroyé. C'est bien connu, le ciel tire toujours sur les ambulances. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours détesté mon voisin, et il me le rend bien. Je n'aime pas son physique d'intellectuel, ses épaules rentrées, ses petits bras décharnés, ses doigts fins et courts, ses cheveux très noirs et ondulés de vieux gamin, ses lunettes rondes et ses grands airs qu'il se donne, toujours à chercher ses mots, comme s'il allait vous réciter la Bible, alors qu'il demande simplement une baguette de pain à la boulangère. Sa pondération m'exaspère, son bon sourire plein d'humanisme tout autant. Quand il regarde le monde, surtout les plus humbles que lui, c'est avec compassion, avec une douceur de femelle. Dans ces moments-là, j'ai presque envie de l'étrangler. Après tout, pour qui se prend-il, ce petit fonctionnaire de rien du tout? N'est-il pas, au fond, qu'inspecteur premier échelon du bureau de poste du chef-lieu de canton? Pas de quoi regarder les autres avec ces yeux-là. On le dirait investi d'une mission, une mission citoyenne, les pires, les plus sournoises, celles qui le conduisent l'hiver à enlever la neige devant sa maison ou à mettre du sel sur le trottoir verglacé pour que les vieilles ne se cassent pas la figure. Si le froid venu, on ne peut même plus regarder les vieilles tomber dans la rue, que nous restera-t-il pour meubler nos longues soirées de décembre? Holiday on Ice à la télévision, c'est trop triste. Je le soupçonne même d'être abonné à l'humanité et de militer à la Ligue des droits de l'homme. Et puis, vous verriez comme il me contemple, moi, l'épicier, des petits yeux sournois, plein de mépris, comme s'il avait devant lui le capitalisme tout entier ou Marcel Dassault en personne. Il me hait, j'en suis sûr. Pourtant, sans moi, il ne serait rien. Il n'est déjà pas épais, mais sans mes bons produits, il ne resterait plus rien de lui. Il ne faut pas seulement une belle conscience et de grandes idées pour faire battre un cœur. Il faut du muscle, de la graisse, du sang bien rouge.
et je vous assure qu'il serait bien incapable avec ses petits bras de les porter, mes caisses de keepers, comme je suis en train de le faire actuellement. Une lettre, ça pèse moins lourd qu'un baril de lessive le chat, n'est-ce pas, mon bon Édouard? Mais ce qui fit déborder le bocal de caramel se produisit voici 6 mois environ. Un matin, je découvris un énorme molar dégoulinant sur le pare-brise de ma camionnette de livraison. L'attentat venait de se produire. Dans l'air, je humais l'odeur caramélisée du tabac amsterdamer, celui de sa pipe maudite d'intellectuel. Je n'en eus jamais la preuve, mais j'en suis persuadé, le cracheur, c'était lui. Alors, comprenez mon ire. 6 mois plus tard, Jean-Noël Houblon fut emporté par un mauvais mal. Je ne pus m'empêcher de pousser jusqu'au crématorium pour le simple plaisir de voir brûler mon ennemi. Un fort beau spectacle d'art pyrogène. Les beaux sentiments sont vraiment combustibles. Ce fut à mon retour qu'Édouard tomba du toit et se cassa une patte. Un matin d'automne, alors que je procédais à sa séance de rééducation, comme me l'avait enseigné le vétérinaire, je fus pris d'une quinte de toux indescriptible, terrifiante, si puissante que mon Édouard se sauva en claudiquant pour se cacher dans la buanderie. En repassant devant ma camionnette, toussant à m'en éclater les poumons, je m'arrêtai stupéfait. Sur la vitre, un crachat, un énorme crachat dégoulinant, du même acabit que celui que j'avais attribué à Jean-Noël. Ce n'était donc pas lui. Tout en marchant pour tenter d'oublier mes spasmes, je ressentis comme un vague remords. Une haine sans raison, c'est comme un coup de fusil dans le vent, comme un épouvantail dans un champ sans chansonner, comme un livre sans pages, comme un avion sans ailes. Ça ne sert quasiment plus à rien, si ce n'est à se faire plaisir, ce qui certes n'est déjà pas si mal, mais songeai-je, abruti par la toux et le bruit qu'elle dispensait, un sentiment de vacuité m'envahit, presque un petit regret. Vais-je devenir bon, aussi bon que cet imbécile de Jean-Noël? M'interrogeai-je, inquiet, tout en continuant mes pas qui finirent par calmer mes angoisses. Rémission de courte durée. Le plus dur se produisit lorsque j'entendis la fenêtre d'un voisin qui s'entrebâillait. Il devait m'écouter rendre l'âme. Dès le lendemain, je décidai de faire un don en faveur de la Ligue contre le cancer. On n'est jamais trop prudent.